Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 octobre 2021 pour le 254e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport de nouveau malheureusement principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisqu'on a eu la capture d'un village de la zone grise par l'armée ukrainienne, mais aussi l'utilisation pour la première fois au combat dans le Donbass de drones turcs Bayraktar par l'Ukraine. Je vais revenir vraiment en détail. La situation continue de s'aggraver, puisqu'aujourd'hui même, on a eu 3 civils blessés, dont un qui est dans un état critique, en périphérie de Gorlovka, à Golmovski, suite à un bombardement de l'armée ukrainienne. Donc, bien comme je le craignais, on se dirige vers une escalade militaire ici, à cause de la situation catastrophique de l'Ukraine, tout simplement. Puisqu'on parle donc de la situation militaire du 23 au 29 octobre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 19 reprises, durant lesquelles elle a tiré 176 munitions, dont 8 obus d'artillerie de 152 mm, 3 obus d'artillerie de 122 mm et 85 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est en hausse partout, et dans le nombre de violations, et dans le nombre de munitions, et dans le nombre de munitions de gros calibre. Il faut y rajouter une violation et 15 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont tué 5 soldats de la RPD, en ont blessé 3, ont endommagé 6 habitations, de nombreuses lignes électriques, transformateurs, gazoduc, un aqueduc a aussi été endommagé, et comme je le disais, aujourd'hui même, on a eu 3 civils qui ont été blessés en périphérie de Gorlovka. Donc au début on parlait d'un, puis 2, puis 3, donc je vais vous montrer des photos qui nous ont été fournies par le maire de Gorlovka, Ivan Prihodko, qui montre que l'un des blessés a reçu des éclats à la tête. C'est lui qui est le plus grièvement touché, qui est dans un état critique. J'espère qu'il va s'en sortir. Mais comme on le voit, pour l'instant, on ne se dirige pas du tout vers une désescalade. Côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 2 morts et 2 blessés. Et en perte au combat, ils ont eu au moins 2 morts et 1 blessé, suite justement à cette tentative de s'implanter au niveau du village de Staromarievka, qui est dans la zone grise. Mais en fait, il y a sûrement beaucoup plus. Je veux dire, entre les pertes qu'ils annoncent et la réalité, je pense qu'il y a le Grand Canyon, comme d'habitude. Puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front en violation des accords conclus. On a là cette semaine le déploiement de 54 pièces d'armement lourd qui a été détecté par les services de renseignement de la RPD, donc là on est à plus du double de la semaine dernière. On a dans le détail 3 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 9 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 12 obusiers automoteurs MSTA-S de 152 mm, 2 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 12 chars d'assaut dont le modèle est non spécifié, 2 systèmes de défense antiaérien OSA, 1 système de défense antiaérien Shilka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 3 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM et 3 véhicules blindés. Et alors, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a, si je dis massivement, brouillé les signaux des drones de l'OSCE, et que vous regardez la carte, je pense que massivement, c'est même encore en dessous de la réalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, dites-moi en fait dans quelle localité ils n'ont pas brouillé les signaux des drones de l'OSCE. Je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Voilà. Tout ce que vous voyez marqué en jaune sur fond gris, c'est toutes les localités où on a détecté des brouillages de signaux des drones de l'OSCE, côté ukrainien. C'est-à-dire à peu près partout. Voilà. Et donc, comme je le disais, l'une des 2 informations les plus importantes de la semaine, c'est donc la capture par l'armée ukrainienne du village de Staromarievka, village qui est situé dans la zone grise, dans le district de Telmanovo. Donc dans la nuit du 25 au 26 octobre, un groupe de soldats ukrainiens a réussi à entrer dans le village, en installant, semble-t-il, un ponton sur la Kalmius. La RPD a demandé à Kiev de quitter le village, et faute de réponse adéquate, a commencé à bombarder les positions de l'armée ukrainienne pour les dégager de là. Entre autres celle près de Granit Noye, qui est donc
la ville sous contrôle ukrainien la plus proche. Bon, le but c'était de les pousser à partir, donc suite à ces tirs, l'armée ukrainienne a décidé de répondre par des tirs de mortier et d'artillerie lourde. Ils ont tiré des obus d'artillerie de 122 mm sur Telmanovo même, une ville qui a plus connu ce genre de bombardement depuis au moins 4 ou 5 ans. Ils ont tiré aussi avec des obus de mortier de 120 et 82 mm sur Novaya Marievka, qui est un village qui est situé non loin de Granitnoye et de Staromarievka. Le village de Yakovlevka près de Yassinovataya a aussi été pris pour cible le 26 octobre. Là on a eu une habitation et un gazoduc endommagés. Donc suite au tir de réponse de la milice populaire, on a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler disant que les soldats ukrainiens seraient repartis de Staromarievka non sans avoir emporté des prisonniers parmi les citoyens russes vivant dans le village, parce que oui, il y a 37 habitants de ce village qui ont le passeport russe. Un habitant de Telmanovo qu'on a interviewé nous a parlé de 3 activistes arrêtés, mais le comité d'enquête de la Fédération de Russie, comme vous le voyez sur cet article, a l'air de considérer que les 37 citoyens russes du village ont été potentiellement emmenés comme prisonniers côté ukrainien. Donc ça c'est une information aussi à vérifier. Pour l'instant on est toujours dans le flou. 2 jours après ces événements, on s'est rendu à Telmanovo avec des collègues journalistes pour essayer d'évaluer clairement la situation, parce que on a des infos complètement contradictoires selon les différentes sources. Donc on s'est dit on va se rendre sur place, ça sera peut-être plus clair. Mais non, en fait on n'arrive pas à avoir des réponses fiables. On a des gens à la station-service hors caméra qui nous ont dit écoutez, les soldats ukrainiens sont repartis du village, et il y a des gens de Staromarievka qui ont réussi à arriver côté RPD à Telmanovo. On a demandé à d'autres personnes qui n'ont pas pu nous confirmer cette information. On a d'autres qui ont dit oui, effectivement, les soldats ukrainiens sont partis, mais j'ai pas entendu parler de gens de Staromarievka qui seraient arrivés ici. Bon, il semble qu'en tout cas le 27 octobre, l'Ukraine avait toujours des choses à cacher, puisque l'OSCE a décidé de survoler le village avec un drone avant de décider si c'est assez sûr pour eux pour s'y rendre physiquement. Et les signaux du drone ont été brouillés, tout simplement, comme d'habitude. Sans image claire de ce qui se passe là-bas, l'OSCE a dit nous, on n'y fout pas les pieds. On a eu des trucs très très bizarres. On a eu un site dépendant du ministère ukrainien de la Défense qui avait publié une vidéo dans laquelle ce qui semble être des soldats ukrainiens, je dis c'est à prendre avec des pincettes, hein. Tout est à prendre avec des pincettes dans cette affaire. Ils déclarent qu'ils sont près de Staromarievka, qu'ils ont subi de lourdes pertes, qu'ils ont attendu en vain du support et qu'en gros ils vont se casser. Peu de temps après, le site a complètement disparu, mais la vidéo est toujours disponible sur YouTube. C'est vraiment très bizarre. Pour l'instant, on n'arrive pas à joindre les habitants de Staromarievka par téléphone. Soit il y a un brouillage des signaux, soit les gens sont apeurés, terrorisés et n'osent pas décrocher, tout simplement. Et comme l'OSCE n'arrive pas à déterminer s'ils peuvent se rendre sur place en toute sécurité, pour l'instant, on n'arrive pas à savoir clairement ce qu'il en est. Je pense de toute façon qu'ils n'arriveront pas à s'implanter durablement là, pour une simple et bonne raison, c'est la topographie. Staromarievka qui est donc dans la zone grise, cette fameuse zone démilitarisée, hein, qui doit normalement appartenir à personne. C'était d'autant plus facile que ce village est dans une cuvette. Ils sont vraiment au bord de la Kalmius, donc ils sont au fond de la vallée. Donc les positions ukrainiennes côté Granitnoye et nos positions au niveau de Novomarievka sont en surplomb. Donc s'installer là au fond de la cuvette, c'est l'assurance de se faire tirer dessus, que ce soit un côté ou l'autre, hein, de toute façon. C'est encore une tentative d'avancer à la con, comme ils avaient fait face à Gorlovka vers Tchigari, il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, où, pareil, ils ont eu des pertes énormes pour pouvoir clamer qu'ils avaient gagné 100 mètres. Bon, je pense que c'est à peu près le même genre de conneries. Très sincèrement, bon, par contre, malheureusement, effectivement, on a des habitants, des gens qui ont la citoyenneté de la RPD là-bas, et surtout des citoyens russes, 37, et là, pour eux, c'est extrêmement dangereux. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas embarqué les 37 citoyens russes du village, parce que là, ça commence vraiment à devenir... c'est vraiment catastrophique. Et la deuxième grosse information de la semaine,
c'est que cette capture de Staromarivka s'est accompagnée de la première utilisation d'un drone turc Bayraktar par l'armée ukrainienne au combat, puisque donc le 26 octobre, comme je vous l'ai dit, la milice populaire a lourdement bombardé les positions de l'armée ukrainienne pour les faire reculer, et bien l'armée ukrainienne a décidé d'utiliser pour la première fois un de ces drones turcs Bayraktar, qu'elle a acheté à la Turquie, pour tenter de détruire les obusiers de la milice populaire de l'RPD qui leur tiraient dessus. Alors la vidéo du tir de missiles du Bayraktar a été publiée d'abord par un volontaire ukrainien, puis sur la page Facebook du quartier général de l'armée ukrainienne, et c'est là que la propagande ukrainienne s'est prise les pieds dans le tapis, mais de manière monumentale. On a eu le média ukrainien Dialogue.ua qui a publié un article, modifié depuis, dans lequel apparaissait une déclaration du ministre ukrainien de la Défense, disant que l'Ukraine n'a jamais utilisé les drones Bayraktar dans le conflit dans le Donbass, que la vidéo qui circule est un faux réalisé par des mercenaires pro-russes. Il dit que oui, c'est fake, on voit que c'est une charge d'ingénierie placée au préalable et non une munition de drone. Nos militaires sont plus efficaces que ce que vous voyez dans cette vidéo, et qu'une fois de plus, bon, en gros, c'est de la propagande russe et machin patin couffin. Bon, alors oser prétendre que la vidéo est un faux réalisé par des mercenaires pro-russes, alors que le quartier général de l'armée ukrainienne a publié la dite vidéo et l'information officielle sur son mur Facebook, et que même ça a été repris après par la page Facebook du ministère ukrainien de la Défense. Là, pour le coup, ça a fait passer le ministre pour le dernier des crétins qui sait même pas ce que fait son armée. C'est quand même... Alors, je pense que le ministre partait d'une bonne intention, parce que je pense qu'il a été compris que là, au niveau violation des accords de Minsk et du paquet de mesures, ça allait peut-être un petit peu trop loin. Il est peut-être pas totalement tort, parce que là, quand même, pour le coup, ça a déclenché une réaction, entre autres au niveau du ministère des Affaires étrangères allemand. Bon, les Français ont suivi derrière, mais ceux qui ont donné le lead, c'est les Allemands, qui ont, tenté de renvoyer les deux parties dos à dos, comme le fait l'OSCE, en disant oui, mais les deux parties utilisent des trucs, mais on est quand même préoccupé par l'histoire qu'il y aurait un drone Bayraktar qui a été utilisé. Donc là, l'Allemagne a commencé à dire, oula, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Parce que utiliser les petits quadricoptères commerciaux que tu trouves dans les supermarchés, les petits machins bricolés maison, c'est une chose, utiliser un Bayraktar, c'en est une autre. Et je pense que Taran, il a bien compris que là, pour l'Ukraine, ça pouvait potentiellement entraîner des conséquences assez fâcheuses. Voilà. Donc face à ce qui était quand même une confirmation officielle, parce que publié sur les pages Facebook du ministère ukrainien de la Défense et du quartier général de l'armée ukrainienne, j'appelle ça une confirmation officielle quand même. La RPD a donc soulevé cette question de la violation flagrante du paquet de mesures lors de la deuxième journée de réunion du groupe de contact trilatéral, qui a eu lieu cette semaine. Comme je dis, contrairement à ce qu'a essayé de faire croire Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, non, il n'y a pas de procédure dans le mécanisme de coordination qui permet de justifier l'utilisation de drones de combat pour faire taire l'artillerie ennemie. D'accord ? Et c'est justement de votre faute parce que vous n'avez jamais précisé ce mécanisme de coordination. On a deux documents, entre autres le protocole de Minsk du 19 septembre 2014 et les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, qui disent très clairement qu'il est interdit pour tout drone ou hélicoptère ou avion de combat de survoler la zone de conflit, la zone en tout cas de la ligne de front et jusqu'à, je crois, ces 30 km autour. Seuls les drones de l'OSCE ont le droit de voler, d'accord ? Donc c'est très clairement dit, donc voilà. Comme je dis, c'est pas la première fois, ils utilisent aussi beaucoup les petits drones, d'ailleurs ils nous en ont de nouveau utilisé un fait maison pour essayer de nouveau d'endommager le dépôt de produits pétroliers qui se trouve dans le district de Kirovski à Donetsk. Cette fois c'était
un petit drone de merde avec une charge dotée d'une minuterie, donc elle a pas explosé à l'impact, donc c'est pour ça qu'on a quelques photos du drone encore accroché sur le réservoir sur lequel il est tombé avant qu'il explose. Il a explosé alors que les démineurs tentaient de désamorcer l'engin. Bon, heureusement il n'y a pas eu de victimes, les dégâts sont assez minimes comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc bon, ça va, mais c'est déjà la deuxième fois quand même, hein. Je rappelle, la première fois c'était le 11 septembre, mais quoi qu'il en soit, on voit que l'escalade est bel et bien lancée dans le Donbass, comme le montre d'ailleurs une vidéo qui a été prise à Slaviansk, hein, zone qui est, je le rappelle, sous contrôle ukrainien, qui montre l'envoi de pièces d'artillerie, de chars d'assaut et d'autres pièces d'équipement militaire vers la ligne de front, mais c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, là on voit que ça bombarde maintenant vers Gorlovka, il y a eu de nouveau des tirs dans le sud de la RPD aussi ces derniers jours, donc ouais, on va pas du tout vers une accalmie, et je vais revenir un petit peu en détail sur la réunion du groupe de contact trilatéral qui a eu lieu cette semaine, parce que là on a atteint un tel niveau de n'importe quoi de la part de la délégation ukrainienne que j'espère qu'on a touché le fond, parce que sinon ça va devenir carrément flippant. Là dans le sous-groupe en charge des questions de sécurité, c'est simple, la délégation ukrainienne n'a répondu à aucune des questions de la RPD. D'abord, la délégation de la République a demandé la confirmation officielle par l'Ukraine, donc elle avait bel et bien utilisé un drone Bayraktar dans le Donbass. On a assisté à un vrai cirque. Ils ont d'abord tenté d'éluder la question, puis ils ont déclaré que de toute façon ils utilisaient régulièrement des drones. C'est bien, merci de l'avouer. Quelques heures plus tard, donc on a eu cette histoire avec les médias ukrainiens qui rapportaient cette déclaration de Taran disant que ils n'avaient pas utilisé de drone Bayraktar. Donc après tous ces rebondissements, la RPD a demandé à la délégation ukrainienne si le fait de faire des annonces comme ça, ça avait pour but de créer la panique et de lancer une campagne de désinformation délibérée, mais silence côté ukrainien. Concernant la capture de Staromarievka, alors la délégation ukrainienne a indirectement confirmé que les forces armées ukrainiennes avaient pénétré dans le village, tout en prétendant de toute façon que ce dernier avait été auparavant sous contrôle ukrainien, ce qui est totalement faux, hein, puisque comme je le rappelle, cette localité de la zone grise était une zone de désengagement, où l'OSCE s'était rendu pour confirmer que la zone était bien démilitarisée. Donc elle n'appartenait ni à vous, ni à nous. Hein, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Concernant Andrei Kosiak, l'observateur de la RPL au sein du CCCC, enlevé par l'Ukraine, alors là aussi ça a été le grand nimp, puisque je rappelle qu'après avoir hurlé sur tous les toits que Kosiak est un soldat de l'armée russe capturé alors qu'il menait une reconnaissance, et après avoir refusé depuis lors d'ailleurs de lui accorder l'accès consulaire, hein, comme normalement il y est obligé par la Convention de Vienne, maintenant Kiev déclare que Kosiak est un citoyen ukrainien et sera jugé comme tel. Tentative puérile pour essayer d'échapper à la visite du consul auprès de Kosiak, parce que vu que vous l'avez torturé, ça va vous poser 2-3 petits problèmes, hein, voilà. Non mais bon, vous pouvez essayer comme vous voulez, mais vous avez beau déclarer que c'est un citoyen ukrainien, il a la citoyenneté russe. Donc vos déclarations, ça vaut que dalle. Je vais revenir d'ailleurs sur ces histoires de soldats russes. Vous allez voir, il y en a qui sont bien humiliés avec ça. Dans le même temps, on a le coordinateur de l'OSCE dans le groupe de sécurité qui a noté dans son rapport une chronologie claire du jour où Kosiak a été enlevé, ce qui est à saluer, mais bon, sans surprise, la partie ukrainienne a refusé d'accepter que cette chronologie soit incluse dans le rapport officiel de l'OSCE, ce qui montre bien que l'Ukraine a des trucs à cacher. Bon, alors par contre, le coordinateur de l'OSCE dans le groupe en charge des questions politiques a été lamentable. Hein, Monsieur Kinnunen, qui a dit « Ah, ça fait 1 an qu'on avait reçu pour tâche de faire la fameuse feuille de route, mais ça fait 1 an que ça avance pas. Alors bon, on va marquer l'occasion, hein, l'anniversaire, on va retirer le truc de l'ordre du jour. » Pardon. Ça fait 1 an que l'Ukraine sabote le truc, et toi ta seule réponse, au lieu de blâmer l'Ukraine, c'est de dire bon vu que ça avance pas, on va peut-être enlever ça, quoi. Non mais c'est inacceptable, surtout de la part d'un coordinateur de l'OSCE. Hein, si une tâche donnée au groupe n'a pas été mise en œuvre, ça signifie pas qu'il faut la mettre de côté. Non, parce que sinon, en partant de ce principe, vu que ça fait 7 ans que les accords de Minsk sont pas mis en œuvre, on les retire aussi de l'ordre du jour, ou bien comment ça se passe?
Non, mais là, faut arrêter, là, quand même. Là, c'est du grand n'importe quoi. Les représentants ukrainiens sont en tout cas prêts à tout pour écarter tout travail de fond sur le projet de feuille de route commune. Ils sont même allés jusqu'à jouer les crétins en posant des questions du genre « Ah ben, qu'est-ce qui est inclus dans le concept des accords de Minsk ?» Qu'est-ce qui est inclus dans le concept des accords de... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça comme question? Enfin, tu prends le document, tu le lis, trou de balle. Hein, non, mais ça fait déjà 2 réunions consécutives qui posent des questions aussi débiles. Bon, alors l'RPD a suggéré que dans de telles circonstances, il serait plus logique de marquer l'anniversaire de la demande de mettre en place une feuille de route, en organisant des cours spéciaux pour la délégation ukrainienne avec l'aide de l'OSCE sur les accords de Minsk, leur essence et leur contenu. Peut-être que de telles réunions éducatives aideraient la partie ukrainienne à comprendre ce que sont les accords de Minsk, ce qui permettrait peut-être enfin de les mettre en œuvre. Non, mais là, ça devient vraiment, mais n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Moi, je vous le dis, là, vraiment, on touche le fond, c'est pas possible. Non, là, j'espère vraiment qu'ils vont arrêter de creuser, parce que... ça a désespéré de la nature humaine. Bref. On va reparler un petit peu de la situation en RPD. Les exhumations se poursuivent dans les 2 républiques. Mais là, en RPD, on a eu des nouvelles, puisque le groupe interdépartemental de recherche des victimes de la guerre du Donbass se prépare à ouvrir une fosse commune à Kharkiv. Alors, d'après les informations détenues par les autorités, il y aurait 9 personnes qui auraient été enterrées là, dans cette fosse commune improvisée. Donc, chose à confirmer, à Debaltsevo, les restes d'une victime ont quant à eux été exhumés d'une tombe improvisée. Donc ça se poursuit et en RPD et en RPL. Donc comme je vous ai dit, le décompte macabre va malheureusement continuer, mais c'est nécessaire. Il faut absolument qu'on identifie toutes ces victimes et qu'on les réinhume correctement. Parce que bon, là, enterrer les gens comme ça, il n'y avait pas d'autre choix en 2014, quand tout est bombardé de partout et que les morgues sont pleines, elles débordent, qu'il n'y a plus d'électricité comme c'était le cas à Lugansk, et que tu peux plus attendre. Donc bon, les gens ont fait comme ils ont pu. Maintenant, il est vraiment temps d'exhumer les corps, les identifier par analyse génétique et de les réinhumer correctement, un par un, dans des tombes individuelles avec leur nom, leur prénom, etc., pour que leurs proches puissent venir se recueillir sur leur tombe. Je veux dire, c'est la moindre des choses. On va parler un petit peu économie, puisque la RPD va ouvrir prochainement une représentation commerciale en Abkhazie. Ce sera la première représentation commerciale de la RPD à l'étranger. C'est le chef de la RPD, Denis Pouchiline, qui a approuvé hier le décret relatif aux représentations commerciales de la République à l'étranger. Donc d'après ce décret, les représentants commerciaux seront désignés par le chef de l'État en accord avec le ministère des Affaires étrangères. Et c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui sera chargé de gérer la représentation et son fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai le Maïdan Empire et un pendant ce temps-là à Kiev. Maïdan Empire, alors ça fait 77 ans que l'Ukraine a été libérée du joug nazi. À cette occasion, on a eu droit à une nouvelle réécriture de l'histoire par le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, sur son mur Facebook. Je vous montre le post, je vous traduis ce dernier. Il a écrit « Il y a 77 ans, les efforts conjoints de la coalition anti-Hitler ont chassé les occupants nazis de l'Ukraine. Nous avons honoré la mémoire des morts avec le président Volodymyr Zelensky, le président de la Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk et le chef du bureau du président Andrei Yermak. Une mémoire éternelle pour ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine. » Alors, c'est vraiment à gerber, parce que je sais bien qu'en Ukraine, surtout les autorités, ils ont une petite allergie sévère à l'URSS, mais là, faut pas exagérer. C'est pas la coalition anti-Hitler qui a libéré l'Ukraine. Ou alors, il faudra vraiment que vous me disiez en détail, c'est quelle armée, en fait, qui est rentrée en Ukraine en premier? L'armée américaine? L'armée canadienne? L'armée britannique? L'armée française? Non, c'est l'armée rouge. C'est l'armée rouge qui vous a libéré, c'est pas la coalition anti-Hitler. Là, faut arrêter les conneries quand même. Je rappelle d'ailleurs que vous détruisez maintenant les monuments, les mémoriaux dédiés justement aux soldats de l'armée rouge qui ont libéré l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand tu me parles de mémoire éternelle pour ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine, si tu veux, j'ai vraiment envie de te coller des baffes.
Voilà, parce que là, ça s'appelle vraiment se foutre de la gueule du monde, mais c'est un niveau de cynisme, non, là, c'est vraiment gerbant. Donc, fermez-la. Fermez-la. Si vous voulez pas dire l'armée rouge, je sais pas, dites-les libérés, simplement, mais ne mettez pas la coalition anti-Hitler. Non, non, non. Vous n'avez pas eu un débarquement de l'armée américaine sur vos côtes. Hein? Non. Vous n'avez pas eu un largage de parachutistes américains et britanniques à l'arrière des lignes nazies. Non, il n'y a qu'une seule armée qui vous a libéré, c'est l'armée rouge. Hein. Donc c'est l'URSS qui vous a sauvé. Donc là, faut arrêter là quand même. Et alors pendant ce temps-là, à Kiev, on va reparler des journalistes français. On va parler d'un journaliste français qui est basé là-bas, qui est à Kiev, Stéphane Sion, qui s'est ridiculisé en se vautrant dans le primo-mensonge de l'Ukraine, disant qu'André Kosiak, le fameux observateur de l'RPL au sein du CCCC enlevé le 13 octobre, était, je cite, un soldat de l'armée russe régulière en reconnaissance. Hein, donc Sion a répété comme un perroquet sur son mur Twitter cette énorme connerie. Alors, j'aimerais que Stéphane Sion m'explique comment Kosiak pourrait être un soldat de l'armée russe régulière en étant né à Alchevsk dans la région de Lugansk, c'est-à-dire il est né quand c'était encore l'Ukraine, et en sachant qu'il n'a reçu la citoyenneté russe qu'en février 2021, comme l'indique son billet militaire, qui avait été, je rappelle, photographié par la partie ukrainienne après sa capture. Ouais. S'il a obtenu son passeport qu'en février 2021, ça veut dire qu'avant il avait la citoyenneté ukrainienne. Sachant que Kosiak a 43 ans, c'est un peu tard pour rejoindre l'armée russe. Hein, voilà. Non, c'était pas un jeune de 20 piges qui pouvait, une fois obtenu la citoyenneté, aller s'engager dans l'armée russe. Il a 43 ans. D'accord ? Et je rappelle que maintenant, sa citoyenneté ukrainienne est mise en avant par Kiev pour éviter de devoir laisser le consul russe rendre visite à Kosiak en prison. Ça va Stéphane? Tu te sens pas trop con après le revirement à 180 degrés du discours des autorités ukrainiennes sur Kosiak? Hein? Ouais, bah oui, c'est ça le problème quand on répète comme un perroquet la propagande ukrainienne en dépit des faits et du bon sens. Hein, au prochain retournement de veste de la dite propagande, tu passes pour un débile fini. Peut-être qu'un jour tu finiras par apprendre ce qu'est le travail de journaliste. Hein, ça t'évitera d'avoir du mal à t'asseoir à chaque fois que la propagande ukrainienne change de disque. Voilà. Juste un petit life hack comme ça. Voilà, donc non mais ça vous en dit long hein, sur le niveau de la presse occidentale quand même concernant l'Ukraine, le Donbass et la Russie, de sortir des conneries pareilles, je veux dire, là, faut quand même oser. Donc voilà la situation, je pense que pour l'instant ça va rester plus ou moins calme vers Telmanovo, ça a l'air pour l'instant de se réchauffer côté Gorlovka. Donc la situation est très très tendue, donc je vais faire de plus en plus de reportages. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le reportage que j'ai fait à Telmanovo, mais je pense que ouais, là on va continuer vers une escalade. Je vois pour l'instant personne mettre de frein côté occidental à l'Ukraine. Je dis à part les petites protestations très diplomatiques de l'Allemagne concernant l'utilisation du drone turc Bayraktar. Pour le reste, la prise de Staromarievka, l'arrestation potentielle de citoyens russes dans ce village, etc. Ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Donc je pense que l'Ukraine va continuer, puisqu'il bénéficie toujours d'une impunité totale, donc je vois pas pourquoi il s'arrêterait là. Donc, on va continuer à vous informer du mieux qu'on peut, même si c'est pas toujours évident d'obtenir des informations fiables. Donc vraiment, suivez-nous, entre autres sur Telegram, parce que je publie beaucoup d'informations, de petites informations de dernière minute sur les bombardements, là sur les civils qui ont été blessés. Je publie ça vraiment que sur Telegram, parce que c'est le seul média qui est réellement adapté à ça, Telegram et Twitter. Mais Twitter, je m'en méfie énormément, donc vraiment, suivez-nous sur Telegram.
Vous pouvez l'avoir sur votre PC, sur votre téléphone ou sur votre tablette, au choix, et vous pouvez suivre en direct les news, parce que je pense que, vu l'évolution de la situation, je vais de plus en plus publier des petites infos comme ça, avant de vous faire un gros reportage ou un gros article. Donc si vous voulez vraiment être tenu au courant en temps réel, sans censure, vraiment suivez-nous sur Telegram, c'est super important. Autre chose que je voudrais rappeler, Donbass Insider est un média totalement indépendant. On a besoin de vous plus que jamais pour pouvoir continuer à faire notre travail dans de bonnes conditions. Donc voilà, je vous mets le lien dans le commentaire en dessous vers la page nous soutenir, où vous avez les informations pour pouvoir nous aider de manière régulière ou ponctuelle. C'est super important si vous voulez continuer à recevoir de l'information de qualité, puisque, comme je le rappelle, notre site ne reçoit aucune subvention ni budget d'aucun gouvernement ni oligarque. Donc notre travail ne peut continuer que grâce à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.